Vous êtes sur la RTNC, il est temps de vous informer au sommaire de ce soir. Mon projet est clair, bâtir un Congo fort au sein d'une Afrique prospère et unie. Le garant de la nation l'a dit lors de l'ouverture de la 10e édition du Forum économique Makutano. Vous l'écouterez dans cette édition. Nous allons vous faire rêver à travers une image aussi, vous donner cette envie de prendre un taxi-bateau sur le fleuve Congo pour se rendre par exemple à Maluku. Le canot rapide Simon Kimbangu est mis à flot au beach Ngobila pour vous. Détail dans quelques minutes. L'actualité, c'est aussi cette décision de chambre froide fermée pour non-respect de la réglementation de prix par le grossiste expatrié vendant en détail. Décision du vice-premier ministre en charge de l'économie. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans le 20h. Nous allons débuter cette édition par une image qui a fait le tour de réseaux sociaux dans laquelle on peut voir le président de la République échanger avec la police pas très loin du rond-point magasin aussi à Sosimat sous les ovations de la population. Le garant de la nation a approché les agents commis à la circulation routière pour des explications sur les embouteillages qui perturbent le trafic dans la ville-province de Kinshasa. On poursuit par de propos présidentiels. Mon projet est clair, bâtir un Congo fort au sein d'une Afrique prospère et unie. Le garant de la nation l'a dit lors de l'ouverture de la 10e édition du Forum économique de Makutano. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé par la même occasion son engagement en faveur de la création d'emplois. On fait le point avec Jules Tchoutoumbayi et Tigana Mvouema. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est le New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. La RDC et le FMI concluent un accord sur un programme économique et climatique de 2,87 milliards. Ces fonds visent à soutenir la croissance économique et la stabilité financière du pays. L'annonce a été faite au président de la République par la délégation du FMI. On écoute tour à tour le ministre des Finances et le chef de la mission du FMI.
J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence Monsieur le Président de la République et nous avons pu parler à la fois de cet événement très intéressant du forum de Makutano qui a lieu aujourd'hui ici à Kinshasa, mais également de nos opérations ici. Nous avons fortement étoffé au cours des 3 dernières années et ce bureau nous a permis de déployer plus d'un demi-milliard de dollars d'investissement et de financement ici au Congo. Donc nous sommes vraiment très très heureux d'avoir pu contribuer au développement du secteur privé, mais nous voulons en faire beaucoup plus et c'est bien de cela que nous avons parlé avec Monsieur le Président, des différents secteurs sur lesquels nous voulons faire plus. Nous sommes déjà actifs dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'inclusion financière, mais dans le secteur de l'économie numérique, mais nous voulons en faire plus sur les questions de soutien aux petites et moyennes entreprises. C'est une demande explicite du Président. Nous voulons également en faire plus dans le secteur agricole et nous avons parlé de ce genre d'intervention que nous pouvons et nous allons déployer ici en RDC. L'ambition de notre équipe ici à Kinshasa est celle-là. Nous travaillons également avec la Banque mondiale pour des projets de partenariat public-privé. Nous apportons les différents outils du groupe justement pour pouvoir faire plus. Je vois ces interventions, je dimensionnais, le secteur de l'énergie, nous allons agrandir ce que nous avons déjà fait, mais également nous voulons vraiment lancer un effort tout particulier pour le soutien au monde agricole, donc tout ce qui est agro-industrie. Nous regardons également le potentiel minier du pays et de voir comment nous pouvons aider à ajouter de la valeur à ce secteur avec la transformation de produits des minerais ici dans le pays. Nous avons regardé évidemment les questions de transport, que ce soit les transports routiers ou ferroviaires ou fluviales, mais également les questions de transport urbain. C'est un sujet dont on parlait avec Monsieur le Président. Et nous voyons évidemment un rôle important que la SFI peut jouer dans le cadre des interventions du groupe de la Banque mondiale sur le développement de l'initiative le grand projet de Grand Inga, qui a un potentiel considérable, sur lequel nous avons commencé à travailler avec des partenaires justement pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Nous allons suivre à présent tour à tour le ministre des Finances et le chef de mission du FMI au sujet de l'accord conclu entre la RDC et le FMI sur un programme économique et climatique. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST. Et les discussions ont été tenues par nos services techniques et aujourd'hui c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au Président de la République. Et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au Président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui
voulait s'assurer que le programme prenne en compte ces engagements. En ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. Allez, on change au cas Raymond de chapitre 3, membre du gouvernement face à la représentation nationale. Le vice-premier ministre en charge du plan a répondu aux questions orales lui adressées sur le taux d'exécution du PDL 145 territoires. Le ministre d'État en charge des infrastructures a plutôt étalé les contraintes qui handicapent son secteur. Anim Balaka. Avant d'entamer les débats du contrôle parlementaire du mercredi 13 novembre 2024, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite dans son secteur. Cet exercice va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Devant les élus du peuple, le ministre en charge du plan qui est venu répondre aux questions orales de Patrick Mouniomo, Vincent Andoulou, Freddy Bonzeke, a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui compte déjà 518 écoles construites sur les 1198 prévues et 59 bâtiments administratifs érigés sur les 145 prévus. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution des travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilain Nyembo a évoqué en premier lieu les débuts tardifs des travaux intervenus en 2023 alors que le lancement réel du PDL 145 territoires a eu lieu en 2021. Après le VPM du plan et de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni, est venu également répondre aux questions orales avec débat lui adressé par les députés nationaux Kambale Massavouli Eli, Luta Lamoutiki Trésor et Mikindo Moui Marubens en rapport avec la problématique des infrastructures routières en RDC. Enfin, la question orale avec débat adressé au ministre des Mines par le député national Luta Lamoutiki Trésor au sujet de la problématique du secteur minier, de l'exploitation minière et du respect des cahiers de charges par les sociétés minières dans la province du Sud Kivu en général, dans les territoires de Mwenga, Chabunda et Fizi en particulier, marqués par toutes ces révélations aux allures invraisemblables. Le président Vital Kamerhe a plaidé pour le retour de la police des mines en lieu et place des forces de l'ordre et pour la tenue des états généraux des mines. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale a en outre témoigné son soutien aux patrons des mines pour les retraits des certificats aux exploitants illégaux. 8 heures de débat général et les réponses des ministres ont suffi à fixer les auteurs de ces questions orales. Pour ceux qui sont insatisfaits des éclaircissements des membres du gouvernement, ils doivent se référer à l'article 184 du règlement intérieur qui stipule que l'auteur d'une question orale ou écrite qui n'est pas satisfait de la réponse donnée peut la transformer en interpellation. Restons toujours dans le même chapitre. Nous allons prendre à présent quelques réactions de députés. À ce jour, à ces 3 mois, il a fourni assez d'efforts pour remonter un peu la pente en mettant en place un mécanisme d'accompagnement et de contrôle, tout en sachant que le ministère du Plan n'a que le travail ou la tâche de la coordination du projet. En réalité, il n'y a pas de route parce qu'ici au moins on peut avoir des véhicules qui peuvent circuler, quoique avec de nombreuses difficultés. Il y a des coins où chez nous les véhicules n'arrivent pas. Le ministre de Mines s'y lance dans un combat sans merci contre le société minière Evron dans l'illégalité, la suspension de 6 entreprises parmi les mesures envisagées. On l'écoute. Nous avons une politique de déchéance active depuis ces dernières semaines avec déjà 135 titres miniers révoqués pour non-respect des obligations réglementaires et 350 qui sont en cours de la
d'analyse d'échéance. Pour la filière cobaltifère artisanale, notre ministère a relancé les activités de l'entreprise générale du cobalt EGC. Celle-ci a donc initié des projets pilotes pour formaliser l'exploitation artisanale du cobalt en partenariat avec la GECAMI. Ce projet vise à organiser et sécuriser les conditions de travail dans les zones d'exploitation artisanale en améliorant la traçabilité, la transparence et les normes de sécurité. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Les dirigeants africains sont appelés à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique et pour la RDC. Un appel de la première ministre de la RDC à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique à Bakou-Chimendondo, Pompoumba et Joe Patrick Coco. Sans langue de bois, la République démocratique du Congo revendique la valorisation adéquate de son capital naturel qui préserve l'écosystème et rend donc l'important service à l'humanité. La première ministre Judith Suminwa Tuluka l'a déclaré devant le représentant de la BAD lors de cette réunion présidentielle tenue sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Vérité en chiffres, elle estime le patrimoine naturel de son pays en milliards de dollars américains. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. Selon les estimations préliminaires de la BAD, l'ajustement pour la séquestration du carbone aura pu à lui seul booster le PIB nominal de l'Afrique de 66,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,2%. La première ministre congolaise Judith Suminwa a appelé le président africain à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. L'accompagnement de la Banque africaine de développement ainsi que celui des autres partenaires au développement est urgemment requis pour amorcer l'intégration dans nos comptes nationaux des valeurs environnementales et des indicateurs de soutenabilité du système de comptabilité économique et environnementale dans la perspective du système de comptabilité nationale 2025. Les sommets de la COP29 servent aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative Mesure la richesse verte de l'Afrique qui vise à redéfinir les économies africaines. Au pays, rendons-nous tout de suite dans le Tanganyika où le vice-premier ministre en charge du plan était sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution de travaux de construction dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Peggy Mukunda. À l'étape de Kongolo, à 320 km de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilin Nyembo, et le représentant résident PNUD en RDC, Damien Mama, ont visité les 3 chantiers de 3 écoles. École primaire Mapemba, école primaire Oumeme, école primaire Banapabo et du centre de santé Mankoto. Dans ces sites, les travaux ont débuté entre juin, juillet, août et septembre 2023. Mais ils ont connu des problèmes de divers ordres au démarrage pour cause difficulté d'acheminement des matériaux dans cette zone enclavée, main-d'œuvre locale peu qualifiée et refus d'importation de la main-d'œuvre en dehors du territoire au retard causé par le pluie. Sur place, le vice-premier ministre, ministre du plan Guilin Nyembo, a interpellé les entreprises qui exécutent les travaux pour qu'elles sachent assumer correctement et pleinement leurs responsabilités pour faire accélérer les travaux. Au bureau du territoire de Kongolo, où la délégation a reçu les doléances des
et l'administrateur du territoire avant de visiter les chantiers. Les VPM a rassuré les autorités locales ainsi que la population venue nombreuse pour l'écouter que le PD 145 territoires, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour promouvoir le développement socio-économique du pays à partir de la base, va se poursuivre non seulement à travers la construction des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, mais aussi les routes des dessertes agricoles pour le développement de l'agriculture, les renforcements des compétences pour le développement économique local. Dans un autre registre, pour une large couverture sanitaire des agents de carrière de l'État, le vice-premier ministre de la fonction publique l'a évoqué lors d'un échange avec le ministre de la Santé publique. Jean-Pierre Liaou pose le jalon de l'amélioration de conditions sociales. Nadine Kiloso, Cédric Kenina et Moké Malouma. Le gouvernement explore les pistes en vue de la mise en œuvre et la matérialisation de la prise en charge des soins de santé des agents publics de l'État. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail avec le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba. Au centre des échanges figurait la problématique de la meilleure prise en charge sanitaire et accès aux soins de santé dans le cadre de la couverture santé universelle. Et le point d'orgue a été mis notamment sur les maladies difficilement prise en charge comme le cancer. L'objectif poursuivi est de garantir l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État. L'idée, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle, comment on améliore l'accès aux soins de fonctionnaires, notamment pour des maladies pour lesquelles ils ne pourront pas payer tout seuls et personne dans le monde ne peut payer tout seul quand il s'agit par exemple du cancer. En deuxième lieu, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, a conféré avec le directeur général de la SONAS, Simplice Bondili, venu lui présenter l'offre pour la mise en place de l'assurance obsèque des fonctionnaires et leurs dépendants. Bien avant sa mise en application, cette offre devra faire l'objet des échanges avec les syndicalistes pour tabler sur les biens fondés et examiner tous les contours de cette innovation. Nous proposons aux fonctionnaires l'achat d'un caveau, d'un cercueil, la disponibilisation d'un corbillard, aussi le bus pour les autres membres de famille qui vont accompagner la dépouille du fonctionnaire, de son conjoint ou de son enfant à charge jusqu'au cimetière et du cimetière jusqu'au lieu du deuil. Je le disais à l'entame de cette édition de Chambre froide fermée pour non-respect de la réglementation de prix par le grossiste expatriés qui se permettent de vendre en détail. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale instruit les inspecteurs de l'économie d'appliquer la loi. Rodé Panda. Daniel Moukoko Samba passe à l'acte, très déterminé à mettre fin à la vente en détail par des grossistes. Quelques commerçants sont tombés dans les filets de l'inspection du contrôle du ministère de l'économie, la main dans le sac pour avoir vendu en détail aux particuliers des produits surgelés. Les chambres froides de ces grossistes expatriés indiens ont été scellées par les inspecteurs de l'économie avec les concours des inspecteurs judiciaires des parquets envoyés sur le terrain par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. 6 chambres froides sont frappées, notamment la chambre froide Sokine, sa voisine, située sur l'avenue Lopori, une autre d'Afrique Fozen sur Bongandanga, toutes dans la commune de Kassavubu. 3 autres chambres froides dans la commune de Bumbu, Selembao et celle de Cité Verte à Mongafola vendent non seulement en détail, mais plus encore à moins cher, sans remettre des factures à leurs clients pour effacer les traces. Face à ces constats désolants, l'inspecteur Prosper Kassanda fait parler la loi. Effectivement, on a vu, on vend des marchandises en détail, alors que le petit commerce est réservé aux Congolais. Le parquet a reçu un mandat de sceller, c'est pour cela qu'on a scellé. Beaucoup d'admiration du côté des vendeurs détaillants et remercie vivement les patrons de l'économie congolaise. Merci et pas papa Mukonza Mboka. Les autorités ont entendu notre doléance. Merci, papa ministre Moukoko Samba. Que Dieu t'assiste. Tenez, cette première phase aligne déjà d'autres missions de contrôle pour sauver les petits commerces des Congolais. Économie toujours, la création d'une classe moyenne en RDC est voulue normalement. L'Agence pour la promotion de classe moyenne congolaise forme son personnel pour qu'il y ait les outils nécessaires. Odilon Kayumba. La création des emplois et la promotion de la classe moyenne grâce à l'entrepreneuriat, une réalité en RDC. Et cela suite entre autres au travail de qualité fourni au quotidien par l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROSEM.
Pour maintenir le cap, son directeur général, Pascal Tchello, a initié une formation axée sur les nouvelles techniques des statistiques, histoire de doter son personnel des compétences pour qu'il soit à même de dénicher sur le terrain des Congolais désireux créer les entreprises, analyser leurs préoccupations et en faire une banque de données et au finish la transmettre au directeur général qui doit apprécier l'opportunité de trouver des financements pour concrétiser les projets d'entrepreneuriat des Congolais éligibles. C'est de cette manière qu'on pourrait espérer diminuer sensiblement les pauvres qui sont nombreux encore dans ce pays et pour que nous puissions évoluer vers ce que le chef de l'État appelle lui-même la création des millionnaires. Donc l'émergence des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires. Et nous sommes en train de pouvoir justement prendre les données sur le terrain pour mesurer cette évolution-là et en tirer les leçons qui pourront permettre aux décideurs, à ce moment, soit de réajuster les titres dans un sens comme dans l'autre. Une fois la formation terminée, le directeur général a un seul souhait, la performance des cadres et agents de la PROSEM pour créer plus de millionnaires congolais, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Face à la presse, le ministre des Finances et celui du Budget ont expliqué le contour de la conclusion du programme triennal soutenu par la facilité élargie de crédit du programme climatique avec le FMI. Sylvie Moembo. Devant la presse locale et internationale, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotaï, accompagné du ministre d'État en charge du budget, Emebo Jisongara, et du représentant du Fonds monétaire international, a annoncé que le gouvernement de Mme Judith Souminouatoulouka vient de marquer un coup exceptionnel avec un accord conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Le premier programme porte sur le programme triennal formel d'une valeur de 1,75 milliard de francs congolais et le deuxième porte sur le programme climatique de 1,1 milliard de dollars américains, soit un total de plus de 2,3 milliards de dollars américains que la République démocratique du Congo recevra sur les 3 prochaines années. Cet accord obtenu sous la direction de l'argentier de la République, Doudou Fambali Koundé Libotaï, traduit la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'engager la RDC sur la voie de la stabilité économique et de la croissance inclusive. Il n'y a que l'investissement public qui va créer les conditions de l'investissement privé. Il y a des endroits où le secteur privé ne peut pas aller investir s'il n'y a pas de route. Il faut que l'État mette une route. Il faut que l'État mette une centrale hydroélectrique pour créer des conditions de l'investissement privé. Mais cette fois-ci, les ressources que nous allons obtenir de nos partenaires vont directement impacter le quotidien de nos populations. Grâce à ces réformes et à sa vision budgétaire, le ministre des Finances a réussi à mener le Fonds monétaire international à accorder un appui budgétaire inédit, renforçant ainsi la capacité du gouvernement congolais à répondre aux besoins de la population et à soutenir des services publics ensemble. Tout à fait autre chose, retenez ces chiffres, plus de 42 000 cas de suspects de monkeypox, dont plus de 1130 morts déjà enregistrés à travers le pays. Ces chiffres ont été donnés mercredi soir par le ministre de la Santé lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias porté-parole du gouvernement, Jacques Kaboba. La première phase de la vaccination contre Mpox en République démocratique du Congo s'est clôturée. Au cours de cette phase, plus de 51 000 personnes ont été vaccinées contre cette épidémie. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'a dit au cours du briefing presse tenu conjointement avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Temboué. Un lot de plus de 100 000 doses de vaccins contre Mpox arrive à Kinshasa le jeudi 14 novembre. Pour Roger Kamba, c'est l'eau des vaccins et les dons de l'Allemagne à la République démocratique du Congo. La RDC est en discussion avec la France pour bénéficier de notre don de 100 000 doses. Les pays attendent aussi 3 000 doses de l'Empire du Soleil Levant, le Japon. Nous avons fait le choix d'une riposte multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a la surveillance, on a le laboratoire, on a la prise en charge, on a la protection contre les infections, on a la communication. Et comme ce virus est déjà connu, eh bien, quand il est apparu en Europe et aux États-Unis, un vaccin avait été trouvé et ce vaccin avait permis à la crise internationale
déclaré en 2022 par l'OMS, d'être géré au niveau des États-Unis et de l'Europe. Pour sa part, Patrick Mouyaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a saisi cette opportunité pour annoncer que le gouvernement vient de conclure un nouvel accord avec le FMI, avec une enveloppe colossale affectée aux investissements. La particularité pour l'accord, qui est le double accord qui a été obtenu aujourd'hui, c'est que d'une part, nous aurons un appui qui va concerner tout ce que nous avons comme initiative dans les secteurs climatiques. Ce sera à peu près 1,1 milliard de dollars. Et de l'autre côté, nous aurons un appui dans le cadre de la facilité élargie des crédits, donc un nouveau programme triennal d'à peu près 1,7 milliard. Dans l'actualité également, les autorités de régulation de postes, téléphones et communications du pays d'Afrique centrale s'est réunissent à Kinshasa. Cette 9e session a porté la RDC à la présidence de cette organisation. Gumatundu. L'autorité de régulation des télécommunications d'Afrique centrale se veut un lieu d'échange et de formation pour harmoniser les points de vue afin de relever les défis qui se posent au niveau de la sous-région d'Afrique centrale dans les secteurs des télécommunications. Les panélistes ont planché sur la contribution des régulateurs des télécommunications à la stratégie de sécurité des données en Afrique centrale. Les pays membres présents à Kinshasa ont décidé à l'unanimité de porter la République démocratique du Congo à la présidence de cette organisation. Christian Katende, le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de la RDC, va prendre les rênes de l'ARTAC pour un mandat de 2 ans. Pour le représentant du ministre de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, la création de l'ARTAC a consacré le vœu de favoriser un regroupement de régulateurs pour en faire des organes de collaboration et de coopération internationale. Toutes ces rencontres montrent à suffisance que l'Afrique centrale est résolument engagée à œuvrer ensemble pour relever les défis que présente l'écosystème du numérique dans la réussite de la transformation et de la transition numérique. Dans son discours bilanciel, le président sortant, M. Louis-Marc Sakal, a redit l'engagement des autorités congolaises en faveur de la transformation numérique qui témoigne de la compréhension des enjeux et de la volonté de faire de la RDC un hub numérique en Afrique centrale. Et puis ces titres avant de nous quitter, l'association sans but lucratif Banakin totalise 35 ans d'existence. Le go des activités commémoratives a été donné lors d'une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph de Matongué. Plusieurs personnalités ont pris part à cette célébration. Elle souffle sur sa 35e bougie. L'association sans but lucratif Banakin, qui a vu le jour en 1989, s'est créée une réputation bien méritée à travers laquelle tous les Kinois s'identifient avec fierté d'être appelés Banakin. 35 ans, ça se fête avec faste et Banakin ne va pas déroger à la règle. Toute une semaine est consacrée pour marquer d'une pierre blanche cette célébration, soit du 13 au 17 novembre 2024. Pour l'ouverture solennelle de festivités, Banakin a opté pour une messe d'action de grâce en la paroisse Saint-Joseph de Matongué, dans la commune de Kalamou, municipalité où est basé son siège. Le message axé sur l'amour du prochain a été prêché par le co-célébrant Père Comme Chamala, invitant les Kinois à vivre dans la synodalité en sachant qu'il y a une autre vie après celle vécue sur la terre des hommes. C'est par les paroles du chant interpellateur du défunt Laurent Cardinal Mosengo, Kinshasa Teleme Ongenge Omwindaya Christou, que l'abbé Koko a lancé un message au président de Banakin, Godard Motemona, qu'il est plus beau qu'un leader réunit ses frères et sœurs dans une atmosphère où il fera beau vivre pour tous. C'est dans l'enceinte même de la paroisse Saint-Joseph de Matongué, devant plusieurs personnalités et membres, que le président de Banakin a procédé à l'ouverture de la semaine quinoise en disant « J'ai suivi le curé dans sa prédication, dire quelque chose de profond. Il est bien de l'autorité. C'est ça la philosophie de Banakin. Parmi notre combat, nous luttons contre le tribalisme. Nous luttons contre la division. Et puis nous tous debout derrière Fatih pour retrouver l'intégrité de notre pays.
Plusieurs activités sont prévues dans la droite ligne de 25 ans d'existence de Banakin. Cette association qui a comme objectif l'entraide, la solidarité, la fraternité et l'assistance mutuelle entre ses membres. L'actualité reste en continu en français, en lingala, en swahili, en chiluba sur la RTNC, la RTNC.cd à toutes et à tous. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.